Campus Talensac, je suis Chloé Ligné, chargée de communication. Et moi, je suis Tanguy Louel, l'animateur en pastoral du lycée. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de nous retrouver ici dans cet amphi et d'accueillir avec nous Timothée Martin, alias le Grand Gaulois. Alors, c'est un parcours étonnant, puisqu'il a été élève ici à Talensac, et aujourd'hui, il est créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Être influenceur, est-ce un poids ou un cadeau ? Comment concilier notoriété et vie personnelle ? Tel va être notre thème de maintenant. Et avec son humour décapant et son style gaulois assumé, il fédère aujourd'hui plus de 370 000 personnes sur Instagram, 180 000 sur YouTube, mais également près d'un demi-million sur TikTok. Et ouais. Ah, ça vous embouche un coup, hein? Alors, le Grand Gaulois, il est passionné par les terroirs français, il nous fait voyager au cœur du savoir-faire de nos régions. Grâce à lui, on redécouvre avec humour et enthousiasme le fromage, le vin et bien d'autres trésors du patrimoine gaulois. Bonjour Timothée. Bonjour, bonjour. Re-bienvenue entre nos murs. Remercie. Donc nous allons commencer cette émission en te posant quelques questions, en se concentrant sur ta notoriété et ce que tu as acquis au travers de toute ton expérience. Donc pour rappel, comme l'a énoncé Tanguy, Timothée était donc entre nos murs en 2012-2013 en terminale STMG, à l'époque TSTMG, option RH. STG. STG. La belle époque. Ma première question donc, est la suivante. Quand est-ce que tu as compris que tu étais devenu connu ? Et quand est-ce que ça s'est passé et quels ont été tes ressentiments à ce sujet ? Tu peux. Je vais répondre à la question. Juste avant, nous on continue la vidéo, mais en fait, juste pour vous remettre 2 minutes dans le bain, enfin pour vous mettre dans le bain un petit peu, peut-être que je peux faire une courte présentation, c'est toujours un peu pompeux, mais je vais essayer d'être concis, d'accord ? Parce que mes discours de mariage, je ne vais pas être long, au final ça dure 25 minutes, d'accord ? Mais non, je vais essayer d'être moins long quand même. Moi j'étais à votre place il y a quelques années, mais j'ai l'impression que c'était hier, et j'ai l'impression qu'hier j'allais voir des gens qui me disent « J'étais à votre place il y a quelques années », et pour moi c'était des ancêtres, donc je suis peut-être un ancêtre pour vous, tant pis, avec plaisir. Mais après le lycée Talensac, j'ai eu mon bac, enfin parce que j'ai une scolarité un peu compliquée. Enfin, j'ai pas mal redoublé et tout, j'étais pas du tout scolaire. Je suis arrivé en BTS viticulture-œnologie pour devenir vigneron. J'ai pas tenu 1 an, mais après j'ai fait une formation de réalisateur de documentaire. J'ai pas continué. Après j'ai fait une formation à la chambre d'agriculture à Nantes pour devenir éleveur. Je suis pas devenu éleveur. Bon, c'était un peu chaotique. Et en fait, j'ai fini par vraiment créer, parce que c'est ça qui m'animait. Et j'ai créé mon entreprise de traiteur rôtisseur à 24 ans à Nantes, où j'étais dans la boîte qui s'appelle Gueuleton, pour ceux qui connaissent. Et Gueuleton, c'est resto et rôtisseur, donc traiteur. J'ai fait ça pendant 5 ans, d'accord, et j'ai arrêté il y a 1 an et demi, avec un autre projet pro derrière. Et en fait, entre-temps, j'ai fait 2-3 vidéos sur Insta qui ont explosé. Et du coup, je me suis dit, je vais continuer les vidéos en attendant de mettre en place mon autre projet pro. Et ça continue d'exploser après TikTok, YouTube. Facebook, et du coup, là, au bout de 8 mois, 10 mois, 1 an, je me suis dit, bon, est-ce que je veux vraiment faire un autre projet derrière, ou est-ce qu'on peut en vivre ? C'était un peu les questions qu'on a abordées avant. Et du coup, l'objectif, c'était vraiment de se dire, ok, je me concentre que là-dessus, je mets le reste de côté. Et donc là, aujourd'hui, je mets le paquet pour faire ces vidéos-là qui touchent. Mon sujet, c'est vraiment les terroirs, donc les spécialités culinaires, les savoir-faire, et puis les modes de vie ruraux dans nos campagnes, d'accord, pour essayer de redorer un peu et de dépoussiérer l'image qu'on a de la campagne, qui est une image avec beaucoup de vie, beaucoup de jeunes et tout, donc c'est top. Donc ça, c'est un peu pour la courte présentation. Et du coup, la question c'était... Pardon, j'ai oublié. Quand est-ce que tu as compris que tu étais devenu connu ? Est-ce que tu as eu peur ? Quels ont été tes sentiments par rapport à ça ? Alors c'est assez marrant parce que je crois qu'il y a une étude que j'avais lue là, que j'avais entendue. Il disait il faut reconnaître, il faut voir 6 fois quelqu'un pour le reconnaître. Après il y en a qui sont plus physionomistes que d'autres et qui au bout d'1 fois ou 2 fois y arrivent. Mais je crois que la stat c'est 6 fois. Et donc à partir du moment où tu as fait 6 contenus qui ont buzzé, donc qui ont fait disons plus d'1 million de vues, tu as théoriquement
statistiquement 1 million de personnes qui peuvent te reconnaître. Donc il y a 70 millions de personnes en France. C'est-à-dire que tu as une personne sur 70 qui peuvent te reconnaître. C'est-à-dire que tu marches quelques mètres dans la rue, tu croises ces 70 personnes. C'est-à-dire que sur les 70 personnes, tu vas croiser la personne qui te reconnaît. Donc c'est pas arrivé tout de suite, bien sûr. Hein. Mais et puis ça, je vous le dis de manière un peu théorique maintenant et tout, mais c'est pas du tout quelque chose que tu anticipes. Et donc tu marches dans la rue, et je crois que la première fois que quelqu'un m'a reconnu, c'est pas exactement ça la question, mais c'est lié quand même. La première fois que quelqu'un m'a reconnu, c'était à une station-service, tard le soir. Je prenais de l'essence, je suis allé payer, et c'était un petit jeune, un intérimaire, ou un petit jeune de moins de 20 ans, je pense, qui tenait la caisse, et qui prend la carte comme ça, et puis il me dit on se connaît, non Je dis alors moi je commence à comprendre, même si c'était la première fois, je me dis peut-être qu'il m'a vu sur les réseaux. Il me dit si, et puis quand il vient me donner la carte, il dit c'était hier au foot, non Et en fait je le laisse un peu patauger et tout, et à la fin je lui dis sur TikTok, enfin sur Instagram, là, oh pétard et tout, et Insta machin. Et du coup là c'était assez marrant, c'est une petite rencontre un peu marrante et un peu bizarre aussi en même temps, parce que peut-être qu'on développera, je sais pas, mais c'est un lien qui s'appelle le lien parasocial. C'est les gens te reconnaissent, mais toi tu connais évidemment pas les gens. Et toi, quand tu suis quelqu'un, et moi le premier, quand je suis des comptes depuis longtemps, t'as l'impression que le gars en face c'est trop ton pote. T'arrives et tout. En fait, pas du tout. Mais du coup, c'est une relation un peu particulière où il faut apprendre à vivre avec. Et voilà, aujourd'hui, même si je suis pas du tout un gros influenceur, dès que je sors dans la rue, il y a des gens qui m'arrêtent. Ou au restaurant, des gens qui... Le cuisinier, par exemple, qui était en cuisine, qui m'a pas vu, il vient me voir à la fin du repas, il me dit pendant toute la soirée, j'ai reconnu ta voix, j'étais sûr que c'était toi et tout. Donc ça, c'est sympa de rencontrer un petit peu les gens comme ça. Donc quand tu rencontres de plus en plus, au bout d'un moment, tu te dis c'est bon, j'ai compris que les gens m'en connaissent. C'est un peu bizarre, mais faut vivre avec. Et puis en fait, ça se fait très bien. Puis les gens sont tellement gentils, tellement attentionnés que c'est trop sympa, quoi. C'est trop bien. C'est vrai que ça doit être quand même assez particulier. Et justement, comment est-ce que ta famille et tes amis ont réagi face à cette notoriété ? C'était marrant parce que dès que j'ai eu les premières vidéos qui ont fait un peu de vues, j'ai des amis qui ont créé un groupe WhatsApp où dès qu'il y avait une vidéo qui faisait un peu avec quelqu'un un peu connu qui commentait, ou quelqu'un un peu connu qui s'abonnait au compte quand j'avais 5 000, 10 000 abonnés au début et tout, les potes, ils m'envoyaient sur le compte sur notre groupe WhatsApp, et puis ils étaient comme des fous, quoi. Et moi le premier, je captais pas du tout. Puis la barre des 10 000 abonnés, c'était fou, la barre des 50 000 abonnés, et eux, c'était la fiesta, et ils voulaient toujours qu'on se voit pour fêter ça. Au bout d'un moment, t'arrêtes de les voir pour fêter ça, mais et puis ça devient plus commun. C'est la barre des 100 000, quand tu passes 100 000 abonnés, c'est absolument dingue, mais quand tu passes les 200 000, c'est moins dingue, on va dire. C'est un peu le snob, tu sais. Ouais, vous verrez, c'est moins dingue. Mais non, moi, les amis, du coup, ils ont très bien réagi. C'était vraiment c'était vraiment à fond. Et la famille, ça dépend qui, mais c'est vrai que mes frères et sœurs, mes parents et tout, je pense qu'ils étaient un peu fiers et un peu contents de voir ça. Après, c'est juste, c'est pas du vent, mais c'est une notoriété très virtuelle. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Puis c'est pas ça qui te rapporte de l'argent non plus. Donc ils sont contents au début, et puis t'as pas gagné à l'euro million, donc non plus. Et puis j'ai la chance d'avoir une femme qui s'intéresse très peu à mes contenus, en fait. Je suis marié il y a 2 ans. Et elle s'intéresse très peu à mes contenus. Je sais pas si elle tombera sur cette vidéo, du coup, je pense pas. Mais du coup, en fait, elle regarde pas trop les vidéos que je mets et tout. Et ça me permet de rester énormément les pieds sur terre. En fait, je sors dans la rue, les gens ils sont là, Grand Gaulois, nanana. Je rentre, c'est t'as pas vidé de la vaisselle. Ou alors c'est je t'aime, mais enfin, je veux dire, peu importe la relation, mais c'est des choses très concrètes. Et du coup, ça permet complètement de rester les pieds sur terre. Et en fait, j'ai même pas envie qu'elle aille voir sur Insta et tout. Je lui montre parfois des vidéos parce que je lui dis tiens, je sais pas si je dis ça comme ça et tout. Elle me dit non, ça laisse tomber ou ça plus. C'est un super appui en tout cas pour la création de contenu aujourd'hui. Alors, une question importante, la notoriété change-t-elle ton regard sur toi-même ? La notoriété, en fait, je pense que ça dépend un peu de ton passé. Ça dépend un peu de ton passé. Si tu étais un
un illustre inconnu, on va dire, et que d'un coup ça te tombe dessus, je pense que ça change un peu. Et puis ça dépend si tu as confiance en toi, ça dépend de trop de choses, ça dépend de ton caractère. Mais moi je travaillais à Gueuleton donc, du coup avant. Gueuleton ça commence à être pas mal connu sur les réseaux. En tout et pour tout, je pense qu'ils ont 1,5 million d'abonnés sur toutes les plateformes. Donc en fait, dès qu'on mettait un tablier Gueuleton et qu'on allait faire une prestation, les gens ils disaient ah Gueuleton des vidéos, Gueuleton des vidéos. Et du coup ils se prenaient en photo avec nous et tout. Surtout moi je suis un Golgoth de 2 mètres, les mecs ils adoraient tout petit à côté. Et du coup ils adoraient prendre des photos et tout. Donc pendant 5 ans j'avais un peu cette habitude là. Mais les gars prenaient pas pour moi, mais pour Gueuleton. Et du coup, quand j'ai endossé ce personnage du Grand Gaulois, eh bien, en fait, j'étais un peu initié, donc c'était pas une grande découverte. Mais je pense que pour répondre à la question, ça dépend beaucoup du caractère. Ça dépend beaucoup de si tu as confiance en toi ou pas. Il faut un peu combattre l'orgueil de manière générale dans la vie. Mais je pense qu'avoir un petit peu d'orgueil ou se dire en tout cas, pas forcément de l'orgueil, on va dire, mais on va dire de la fierté bien placée. De l'estime de soi. Voilà, de l'estime de soi, exactement. Se regarder dans la glace. Si tu te regardes dans la glace et tu te dis ce que j'ai fait, je suis ouvert au fait que je puisse me planter, mais je suis persuadé que c'est bien. Du coup, je demande à mon entourage si c'est vraiment bien et tout. Mais si je suis sûr que ce que je fais, c'est bien fait, en fait, après que les gens te reconnaissent ou pas, ou que les gens te disent que c'est super, que quand tu lis les commentaires et tout, eh bien, en vérité, très honnêtement, je pense que, pour ma part en tout cas, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie, sachant qu'en plus, tu touches des centaines de milliers de personnes, mais en fait, tu restes chez toi. Tu fais ta vidéo, tu es tout seul, tu as ta caméra, tu peux avoir un pote qui te filme, mais en fait, tu es tout seul, donc tu vois pas plus de personnes. Ok, il t'arrête un peu dans la rue, mais moi, je suis un gros ours qui reste casanier chez moi, je vois jamais personne. Donc en fait, au final, tu réalises pas trop que tu es connu. Donc oui, ta vidéo, elle va faire... Alors, c'est un peu, encore une fois, ça fait un peu snob de dire ça, mais oui, ta vidéo, elle fait des centaines de milliers de vues, mais ça t'empêche pas de... Déjà, tu ne deviens pas millionnaire comme ça, donc ça ne te change pas ton train de vie. Et puis en plus, ça ne t'empêche pas de faire les activités que tu faisais complètement de manière similaire au début. Par contre, tu t'adaptes un petit peu. Moi, par exemple, avant, je m'autorisais un McDo de temps en temps, quand j'étais chez Gueuleton ou avant. Aujourd'hui, c'est fini. C'est quelqu'un, alors que je prône les produits du terroir, bien faits, authentiques et tout. Si quelqu'un me voit au McDo, il prend une photo, c'est fini, quoi. Donc oui, on s'adapte un petit peu. Ça, c'était la question suivante, c'est est-ce que la notoriété t'oblige à être un modèle ou en tout cas à suivre une ligne de vie? En fait, ça nous rattrape quand même pas mal. Parce que surtout, ça dépend quand même du thème qu'on aborde dans la création de vidéos. Mais en fait, c'est pour n'importe qui. Une youtubeuse beauté, si au quotidien, elle se fait surprendre à utiliser des produits bas de gamme ou à pas entretenir, je sais pas, sa peau, ou à faire n'importe quoi, ou un youtubeur beauté, je sais pas. Et bien, en fait, il y a une certaine exigence par rapport à l'exemple, une certaine exemplarité à avoir. Et l'avantage, c'est que moi, en créant ce personnage, j'ai pas créé un personnage de toute pièce. C'est un mode de vie déjà que j'avais amorcé avec Gueuleton, mais dans ma vie de manière générale, j'adorais déjà les produits du terroir. J'allais beaucoup chez les producteurs, que ce soit chez des vignerons, chez des éleveurs, chercher ma viande, mon vin, tout ça. Donc en fait, j'ai relativement peu créé de choses sur les réseaux pour parler de ça. Alors bien sûr, sur les réseaux, là en ce moment, je suis en train de retaper un vieux pressoir pour faire mon cidre. Bien sûr, je ne fais pas mon cidre tous les 4 matins, ou je ne vais pas cuire mon pain dans des vieux fours à pain en pierre centenaire tous les matins. Ça, on se met un peu en scène. Mais de manière générale, non, on ne change pas trop. En tout cas, pour moi, je n'ai pas trop changé mon mode de vie. Mais ça te demande quand même d'être plus exemplaire, c'est sûr. Parce que les gens ne comprendraient pas que quand tu défends un sujet, si en fait, dans ta vie de tous les jours, tu n'es pas à fond en train de le défendre, je sais pas, c'est ceux qui suivent Hugo Clément, si on voit qu'il fait n'importe quoi avec l'écologie, on va se dire, mais en fait, le gars, il n'est pas raccord avec ce qu'il dit, ça ne vaut plus rien, sa parole ne vaut plus rien. Donc oui, ça nécessite un minimum d'exemplarité. Une cohérence de vie. Complètement, oui, complètement. Alors, on va passer maintenant aux questions. Vous avez peut-être des questions dans la salle. Donc, des questions à poser directement au Avant que vous vous endormiez. Avant que vous vous endormiez. Alors, on a la place pour 3 questions. Qui a une question ? On vous a pris de court.
Alors, pas tous à la fois. Ah. Une question. Je m'appelle Emery et j'aimerais bien savoir si vous travaillez seul pour vos vidéos. Ouais, c'est une bonne question. Ça dépend de la vidéo. J'aime pas les réponses quand on dit ça dépend, mais là c'est vraiment le cas. Ça dépend. De manière générale, quand tu fais une story ou un réel, une vidéo simple, oui, tu peux travailler tout seul. Après, quand tu fais un documentaire ou un reportage un peu plus long, tu vois, là on a fait des docus sur YouTube, j'ai fait des vidéos de 50 minutes et tout. Là, tu peux pas être tu peux être tout seul, mais souvent c'est quand même beaucoup plus. T'es beaucoup plus à l'aise avec une équipe. Mais là, aujourd'hui, moi, je travaille avec un de mes amis qui monte un festival chaque année à Bordeaux. Et du coup, le reste de l'année, je le paye pour qu'il me filme. C'est un de mes amis de toujours. Et il a une formation en plus en tant que cadreur, donc ça, c'est parfait. Et je faisais le montage jusqu'à il y a un mois. Et depuis un mois, je délègue le montage. Donc ça, c'est la deuxième personne avec qui je travaille au montage. Et troisième personne, j'ai un de mes amis qui récupère mes contrats et tout, et qui les traite, qui négocie, machin. C'est un peu comme un agent. Donc on va dire que je travaille avec ce petit noyau de 3 personnes, mais ils ont un autre job à côté, quoi. Enfin, c'est juste une prestation de service assez ponctuelle que je leur demande, quoi. Mais de manière générale, tu es quand même à faire tes contenus assez seul, et l'immense majorité des créateurs de contenu le font seuls, oui. Parce que ça coûte cher. On n'a pas abordé la question du revenu d'un créateur de contenu. Quelles sont les sources de revenus d'un créateur de contenu ? Ouais, ça c'est une question qu'on pose souvent, les sources de revenus d'un influenceur, créateur de contenu et tout. Quand on décide d'en vivre, faut vraiment pas se dire qu'on va en vivre au début. Mais les sources de revenus, elles sont de 3 origines, de 3 sources. La première, c'est le nombre de vues que tu vas faire. Et là, en fonction de la publicité sur les plateformes, tu vas être plus ou moins rémunéré. Donc YouTube, c'est la plateforme qui rémunère le mieux. TikTok aussi un petit peu. Enfin, si tu fais des vidéos qui font des vues, ça peut rémunérer. Mais TikTok, ta vidéo, elle est éphémère, elle va mourir. Alors que la vidéo YouTube, en fait, tu la lances pour 20 ans, quoi. Donc c'est un peu la différence. Et puis après, Meta, donc Facebook, Instagram, ça rémunère très peu. Facebook un petit peu, mais Instagram 0. Ça, c'est la première source de revenus, c'est les vues. Deuxième source, c'est les placements de produits. Donc une marque va te payer pour que tu mettes en avant un produit. Et troisième source de revenus, sont les revenus complémentaires. Donc si tu veux faire des films, passer à la radio, devenir chroniqueur, je sais pas moi, les créateurs de contenu, ils écrivent des bouquins. Voilà, tu peux avoir un site internet où tu vends des choses, tu vends des formations. Il y en a beaucoup qui vendent des formations. Donc ça, c'est troisième source de revenus, on va dire indirecte. Mais ça, c'est un peu les 3 grandes sources de revenus. Et peut-être qu'il y en a qui veulent rentrer dans le détail, moi je suis complètement transparent avec ça. Aujourd'hui, moi, YouTube, ça me verse entre 1000 et 2000 euros par mois. Un peu moins quand même pour TikTok. En gros, le chiffre d'affaires, moi je fais un chiffre d'affaires de 4000 euros par mois. Et ça me coûte plus de 4000 euros par mois de produire les vidéos pour payer les cadreurs, le monteur, amortir le matériel et tout ça. C'est à peu près à l'équilibre. Donc en fait, aujourd'hui, mes charges sont couvertes par ce que ça rapporte. Mais on n'est vraiment pas millionnaire. Je rentre dans le détail parce que ce week-end, j'ai un ami qui m'a dit « Tiens, tu devrais faire une vidéo là-dessus, parce qu'on pense tous que vous êtes millionnaire. » Aujourd'hui, non, c'est le salaire de ma femme qui nous fait vivre, en espérant que ça grandisse un peu. Mais non, il ne faut pas faire ça pour l'argent. Je ne sais pas s'il y en a un d'entre vous qui voulait être créateur de contenu, mais non, il ne faut pas faire ça pour l'argent, parce que, en tout cas, dans mon style, si vous lancez une chaîne et qu'elle fait des millions d'abonnés et des millions de vues, vous gagnerez sûrement plus d'argent. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui ? Alors, le micro. Ah. C'est bon. On vous entend. On t'entend, Arthur. Et je voulais savoir si, du coup, est-ce que ça suffisait ou pas pour vivre les revenus ? C'est ce que je viens d'expliquer un petit peu. En fait, ça va dépendre de ton train de vie et de tes charges. Ça va dépendre un petit peu de tes charges. Donc, des charges, c'est est-ce que tu payes un monteur, par exemple ? Un monteur, si tu fais 3 vidéos YouTube par mois, un monteur, ça va te coûter 1500 balles.
Si tu fais 3 vidéos YouTube par mois, un cadreur qui vient sur chacune de tes vidéos, ça va te coûter plusieurs centaines d'euros par vidéo. Donc en fait, si tu fais tout seul, celui qui fait du stream ou qui reste chez lui à faire des lives ou des contenus où il n'y a pas besoin de personne pour l'aider, là il a beaucoup moins de charges. Donc le peu d'argent qu'il gagne, il va pouvoir le prendre comme revenu. Mais moi aujourd'hui, aujourd'hui, même si ça fait 1 an et demi que c'est lancé, je suis qu'au tout début de la chaîne. Enfin, tous ceux qui vivent de ça aujourd'hui, ils sont sur les réseaux depuis pas mal de temps. Et puis, il y a 5 ans, personne ne vivait de ça, tu vois. À part 0,1% ou 5%, les Cypriens, les Norman à l'époque et tout, qui avaient vraiment des grosses communautés. Mais c'est assez récent de gagner sa vie là-dessus. Ouais. C'est bon pour les questions, Chloé? Ouais, je suis avec Pauline qui a également une question à poser, très intéressante. Ça marche pas? Ah, je recommence encore? On n'a pas entendu. Vous mettez combien de temps à faire vos vidéos? J'ai entendu combien de temps à faire les vidéos, mais c'est quoi le début de la question? Combien de temps tu mets pour faire tes vidéos? Ah oui. En général. Encore une fois, ça dépend du thème de la vidéo. Pour être très concret, la vidéo, il y a des vidéos où tu les tournes en 1 heure. Tu allumes la caméra, tu as 1 heure de rush ou de tournage, et tu vas faire une vidéo de 20 minutes. Et tu as des vidéos, tu les fais sur 6 mois. Par exemple, on a fait une vidéo avec mon cadreur, là. On a fait 3 jours pour faire un sujet. Pendant 3 jours, on filmait du matin au soir. Et pendant un des soirs, on était en train de prendre l'apéro. Et pendant l'apéro, je coupe un saucisson que j'avais pris. Et je me dis, oh là là, tiens, va chercher la caméra, on va faire une vidéo. Et on a filmé en 30 minutes, en 40 minutes, j'ai filmé comment reconnaître un vrai saucisson, un vrai saucisson artisanal d'un saucisson industriel. Eh ben, la vidéo, en 30 minutes qu'on a faite, elle a fait 3 fois plus de vues que la vidéo pour laquelle on a été là pour les 3 jours, quoi. Donc c'est intéressant, c'est de se dire parfois tu fais une vidéo vraiment sur un coup de pouce et plein de créateurs de contenu te diront c'est toujours comme ça. Plus ça va être authentique, spontané, plus ça va marcher. Bon, évidemment, ça va dépendre de ton thème, de ton sujet, mais de manière générale, une vidéo, c'est quand même, ça se prépare sur plusieurs jours. Là, par exemple, faire son cidre, c'est 6 mois, la vidéo. Donc j'ai commencé il y a 1 mois et demi. Là, on va presser les pommes la semaine prochaine. Et après, ça part en fermentation et je finirai la vidéo quand je goûterai le cidre au mois de mars. Et après, par exemple, je vais faire une autre vidéo. Pour vous donner une idée, j'aimerais bien faire une vidéo où j'affine un jambon de cochon. Je l'affine dans du sel et puis après, c'est affiné dans une cave. Sauf qu'un jambon, c'est 3 ans de séchage pour avoir un super jambon. Sauf que moi, je ne peux pas me permettre d'attendre 3 ans. Donc, je vais le faire que sur 1 an. Mais là, je vais préparer un jambon pour dans 1 an. Et dans 1 an, je ferai la vidéo en disant regardez, on va la mettre au sel, enfin en affinage, paf. Et puis, je reprendrai celui d'il y a 1 an. Et je dis celui-là, je l'ai mis il y a 1 an. Et en fait, paradoxalement, plus il y a une vidéo, plus elle est longue à tourner et plus elle est courte au montage, plus c'est intéressant, je trouve. Ça fait un espèce de court-circuit intellectuel où quand on regarde, il y a un côté très satisfaisant de se dire ouais, le gars, ça fait des mois et des mois qu'il fait son truc, moi je regarde en 5 minutes, quoi. Donc ça dépend des thèmes. Souvent quelques jours, ouais. 3-4 jours pour une vidéo de 15 minutes, quoi. Alors, est-ce que vous savez comment on fait du beurre? Oui, je vous propose du beurre. Je vous propose de regarder, c'était une vidéo Insta? TikTok. TikTok. Donc, la vidéo pour faire du beurre. À la campagne, quand tu décides d'avoir un mode de vie rural, t'as pas besoin d'aller à la salle de sport. La salle de sport, ça a été inventé parce qu'il y avait beaucoup trop de gens en ville. Regarde ça. Moi, je 1998, 1999, 10 000. Oh. Vous voulez une vidéo complète sur la fabrication du beurre? Non, ça c'est du vrai beurre.
qui est très important les petits Gaulois, c'est que chaque calorie dépensée à barater doit être rattrapée. Ça s'appelle le bon sens paysan. On fait attention aux disettes et aux famines qui nous guettent. Alors, le beurre, là, tu en as fait 2 versions, je crois, non? Ouais, j'ai fait pas mal de vidéos sur le beurre parce que j'adore travailler ce produit, faire de la crème. Vous avez vu la crème qu'on barate et du coup, oui, il y a d'autres vidéos sur ça. Mais j'aime bien cette vidéo. Et quand je goûte le beurre et je le remets dedans, je m'en suis pas trop rendu compte. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires de gens qui n'étaient pas trop contents. Évidemment, il faut être un peu irréprochable aussi là-dessus sur la question d'hygiène et tout. Et là, je m'en fichais parce que le beurre, c'était juste pour ma consommation perso. C'est vrai, quand tu mets ça sur les réseaux, c'est aussi des réflexes que tu n'as pas au début. Tu dis, tu goûtes un truc, tu le remets dans le plat. Bah, en restauration, tu fais ça, tu es mort. Quelqu'un te dénonce, tu fermes ton restaurant, tu sais. Mais là, sur les réseaux, je vous disais, de toute façon, c'est que pour moi. Puis, faut être un petit peu rigoureux aussi là-dessus. Ça m'a fait penser à ça. Et ce qui est intéressant aussi sur cette vidéo, c'est qu'elle a été vue tenez-vous bien, de 2,5 millions de fois. C'est un peu comme si tu remplissais finalement le Stade de France 25 fois. C'est fou. Ouais, ça c'est vraiment le jeu de l'algorithme. Il y a des vidéos qui vont faire un bon démarrage, qui vont s'envoler. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on a des idées, mais c'est pas forcément très mathématique. Parfois, tu as des vidéos, tu es sûr que ça va buzzer. Tu fais, ça fait un flop, tu la mets. Et il y a d'autres vidéos, tu te dis ça va être classique, et puis en fait, ça monte très vite. Moi, faire du beurre comme ça, je me suis dit, ok, on n'a pas l'habitude de voir, mais c'est quelque chose d'assez classique. En fait, j'étais étonné de voir que ça a plu, quoi. C'est énorme. Et il y a certaines vidéos avec des sujets un peu plus sensibles qui peuvent parfois diviser tes abonnés. Alors, je pense naturellement à 2 vidéos, celle du coq et celle du cochon. Est-ce que tu as déjà eu une expérience de bad buzz par rapport à ça ou de critique publique? Et comment est-ce que tu gères la situation dans ces cas-là si tu as déjà fait face à ça? La vidéo du coq en question, c'est une vidéo où je tue mon coq, qui était un vieux coq. Et je cuisine pour faire une recette traditionnelle française qui s'appelle le coq au vin. Et quoi, vous le faites pas, vous, chez vous, ça? Et donc, c'est un peu particulier. Ça, pour le coup, je savais que ça allait marcher, parce que c'est assez atypique, on le voit pas trop. C'est censuré quand même, hein, je l'ai pas mis... j'ai mis la vidéo sur YouTube, mais on voit pas le moment. Je veux dire, la caméra part dans les arbres. Mais il y a quand même, quand tu regardes les statistiques de la vidéo, tu as quand même le taux de rétention, donc c'est quand les gens n'appuient pas sur avancer ou ne vont pas voir un autre onglet pendant ta vidéo en te mettant juste en fond sonore. Quand ils te regardent, ça s'appelle le taux de rétention. Tu vois, le taux de rétention est assez classique sur toute la vidéo. Juste au moment où il y a l'abattage, pouf, tu as un énorme pic de taux de rétention. Les gens, ils remettent en arrière, ils regardent et tout, mais en fait, on voit rien. Mais bref, c'est le côté un peu qui attire, qui est un peu atypique. C'est vrai que faire ces... En fait... Moi, je prône un mode de vie rural qui est rempli de ce que j'appelle le bon sens paysan, quand je vois nos anciens le vivre. Et en fait, nos anciens, je travaillais à la ferme où en fait, ils engraissaient les canards, les poules, les coqs, tout. Et on les tuait et on les mettait au congélo. Enfin, on les préparait, on les mettait au congélo. Et en fait, c'était le cas pendant des centaines et des centaines d'années, pendant des milliers d'années. Et là, en l'espace de 3 générations, on est passé d'un mode de vie extrêmement rural à un mode de vie extrêmement urbain. Et en fait, en 3 générations, notre génération, je me mets dans la vôtre, 20 ans, 30 ans, c'est la même, de 15 à 35 ans, on n'a pas connu... En fait, on a nos grands-parents ou arrière-grands-parents qui étaient fermiers, mais on n'a pas connu ce mode de vie-là. Donc, ça nous paraît choquant. Mais en fait, tuer le cochon l'hiver ou tuer un coq pour se nourrir, c'est extrêmement commun, c'était extrêmement commun dans les campagnes, parce que sinon tu mangeais pas, et tu mangeais pas de viande. De toute façon, il n'y avait pas de frigo. Donc tu manges pas de viande comme on en mange aujourd'hui, quoi. Et du coup, je prône un mode de vie qui respecte beaucoup plus l'animal que tu vas élever et abattre. Et ça, c'est très important pour moi de mettre ça en avant. C'est pour ça que je me suis posé la question quand même de mettre cette vidéo en ligne. Je me suis dit, ça risque de choquer, tout ça. Et en fait, c'est extrêmement important pour moi de mettre cette vidéo pour dire, en fait, demain, je ne suis pas du tout survivaliste et tout. Mais il y a une partie de moi qui me dit, sans être survivaliste, demain, s'il y a quoi que ce soit qui se passe et qu'on ne peut plus aller au Super U ou au Carrefour Market acheter de la viande, en fait, ou acheter d'autres choses, on mange quoi, tu vois? Et si on ne sait pas
si on ne sait plus tuer une poule, eh ben, on ne sait plus se nourrir en fait. Et du coup, il y a un vrai enjeu pédagogique de dire voilà comment on fait. Il ne faut pas que ça se perde, parce que je suis persuadé que c'est un bien d'utilité publique. C'est un peu bizarre de dire ça, mais sauvegarder ces modes de pratique ou sauvegarder comment la tue-cochon. Donc le tue-cochon, c'est quand on tue le cochon sur 3 jours avec tout le village à l'époque. Là, nous, on le fait chaque année. C'est encore autorisé en France. Tu peux tuer un cochon que tu as élevé chez toi. Eh bien, certes, il y a la phase de la mort qui n'est pas marrante. Mais en fait, pour moi, ça a 1000 fois plus de sens de faire ça que d'acheter du cochon en barquette, qui, dans l'immense majorité, est du cochon industriel. Je les ai vus tout à l'heure, j'habite en Bretagne. En venant de Bretagne, j'ai croisé 3 camions qui transportaient des porcs qui allaient à l'abattoir, des porcs industriels. Ils étaient tous défoncés sur le dos, avec des grandes cicatrices et tout. Je me suis dit, mais quel malheur! Alors que moi, mon cochon, je le fais, il a une super vie. Bah oui, il y a la phase de la mort, mais on s'est déconnecté de ça, mais ça fait partie de la phase de la vie, en fait. Donc, il y a un vrai engagement derrière. Et oui, il y en a qui sont étonnés, voire qui peuvent être choqués, j'en suis bien conscient. Mais j'ai une théorie, c'est que quand tu expliques les choses, quand on arrive avec un angle pédagogique, on peut faire ce que tu veux. Si tu l'expliques bien, en fait, ça ouvre la discussion et on n'est plus dans les confrontations. Et ça m'est arrivé, c'était une petite anecdote marrante, ça m'est arrivé quand j'étais traiteur, d'avoir le tourne-broche qui tournait les cochons ou la viande derrière. Et il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit « Ouais, moi je suis végétarien. » Alors je ne sais plus s'il me dit vegan, je ne pense pas, mais il me dit « Je suis végétarien, je ne mange pas de viande parce que je considère que c'est une folie de manger de la viande et tout. » Je lui dis en grande partie, je suis d'accord avec vous, hein, les conditions dans lesquelles ils sont élevés et tout. Et on commence à discuter. Et on discute. Alors, pendant ce temps-là, il y a l'odeur du barbecue quand même dans le nez pendant plusieurs minutes. Je pense que ça agit aussi. Et au bout d'un moment, en fait, moi, je lui explique que en fait, mes cochons, je vais les prendre chez Jackie. Alors, Jackie, ça fait un peu vieux, mais le gars, il a 30 ans. Je vais prendre chez Jackie, qui est éleveur en Mayenne, qui fait tout en plein air, avec plein de choses qu'il met en place sur sa ferme qui sont dingues. Je lui explique tout ça et tout. Et à la fin, il me dit, tu sais quoi, je vais lever exceptionnellement, je vais lever mon régime végétarien et je vais goûter ta viande. Tu vois. Il a goûté ma viande. Et deuxième anecdote, j'ai un vegan qui m'a contacté sur TikTok. Moi, je fais pas du tout la guerre aux véganes et tout. Mais j'ai un vegan qui m'a contacté sur TikTok. Il m'a dit, ça fait 6 ans que je suis vegan. J'en ai ras-le-bol d'être vegan. J'aimerais bien manger de la viande. Mais je me suis promis que si je mangeais de la viande un jour, j'abattrais moi-même l'animal. J'ai dit, bienvenue. Bienvenue, je t'attends, on va le faire ensemble et en fait on va faire une vidéo ensemble avec ce gars-là où il va abattre son poulet et on va manger le poulet ensemble. Et en fait ça s'appelle redonner du sens à son assiette et pour moi c'est primordial de montrer ces sujets-là sur les réseaux, quoi. Alors une question, est-ce que tu as déjà été blessé par un commentaire, par quelqu'un qui n'a pas été très bon? Blessé, il faut vraiment être très détaché des commentaires. Ce week-end, j'étais avec les gars, je ne sais pas si vous suivez, mais un compte qui s'appelle Les Moustachus en Vadrouille. Ce sont trois copains bordelais là, qui font plein de trucs un peu dans le même style. Et on a fait une vidéo ensemble. Et eux, ils me disaient, ils ne regardent même plus les commentaires. Alors moi, je me disais, faut quand même regarder les commentaires parce que t'as plein d'abonnés de ta communauté et tout qui te mettent des messages de soutien et tout. Mais on sait tous qu'un message négatif va prendre le dessus sur 1000 messages positifs. Et que les messages positifs, tu vas t'y habituer malheureusement. Les gens qui disent « Ah, trop bien, vas-y, je te soutiens et tout ». Mais le message négatif, on s'y habitue jamais. Du coup, c'est toujours blessant d'avoir quelqu'un qui dise c'est qui ce gros blaireau qui se permet des trucs comme ça. C'est le cas. Je suis peut-être un gros blaireau sur certains sujets. En tout cas, parfois, je dis des bêtises sur mes vidéos. Je donne des mauvaises infos. Par exemple, quand j'ai fait ma vidéo sur le saucisson, derrière le saucisson industriel, il y a marqué « Produit soumis à dessiccation ». D'accord ? Et du coup, j'ai dit dans la vidéo, en fait, c'est un produit, on ne peut pas manger la peau parce que c'est une peau pas naturelle. Et du coup, il faut enlever la peau. Sauf que j'ai confondu dessiccation avec dissection. Et en fait, dessiccation, ça vient du latin dessicare, ça veut dire s'assécher. En fait, produit soumis à dessiccation, ça veut dire c'est un produit qui n'est pas soumis pour avoir son optimum d'arôme. Il est soumis il doit être séché. Et du coup, moi, dans la vidéo, je dis et attention, il faut enlever la peau, mais je dis une connerie.
Du coup, il y a plein d'abonnés, mais de manière, là, c'est plutôt de manière bienveillante. Et qui me disent attention, et puis il y en a qui disent quel gros blaireau. Mais en tout cas, il y a eu ça. Et là, c'est eux qui ont raison. Donc parfois, tu peux faire des erreurs, tu n'es pas infaillible. Tu prépares ta vidéo, il y a un loup qui se met dans la préparation de la vidéo, tu ne le vois pas, tu le mets. Mais de manière générale, je pense qu'il faut être très détaché des commentaires. Parce que derrière, sous couvert d'anonymat, bah, en fait, on se permet d'être extrêmement violent sur les réseaux. Et bah, on entend souvent des créateurs de contenu qui sont complètement minés et qui arrêtent parce qu'ils ont eu beaucoup de pression sur les réseaux. Malheureusement, beaucoup des jeunes femmes, mais en se mettant un petit peu sur les réseaux, en fait, il faut accepter de s'exposer un peu et de s'en prendre plein la poire. Après, l'avantage, moi, c'est que mon contenu est pédagogique et que j'explique les choses. Et quand tu expliques les choses, 90% des haters ne commentent pas, quoi. Parce que tu viens de défoncer ces 6 arguments qu'il avait. En fait, tu as passé 20 minutes à expliquer ça. Donc, s'il l'émet, c'est lui qui va passer pour un gros blaireau. Donc non, moi, je regarde pas trop les commentaires négatifs. Et quand je tombe dessus, je me dis, est-ce qu'il a raison? Quand même, je me pose la question, est-ce qu'il a raison? Et puis, si c'est pas fondé, en fait, faut que ça te passe au-dessus, sinon tu t'en sors plus, quoi. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des commentaires qui t'ont beaucoup touché? Ouais, il y a des commentaires qui sont vraiment touchants, surtout des messages privés. Des messages privés, j'en reçois plusieurs, peut-être dizaines par jour, ou 15, 20. Et il y en a qui sont vraiment, vraiment touchants. Là, par exemple, peut-être qu'on en parlera après, mais je suis en train de sortir un livre. Et ce matin, j'ai reçu un message privé d'un gars qui m'a dit « J'habite à Mulhouse ». Donc Mulhouse, c'est dans l'est de la France. Peu importe où tu habites, je veux faire l'aller-retour en voiture pour venir me le faire dédicacer, pour que tu me le dédicaces. Alors, c'est peut-être pas très ajusté, d'accord, parce que je ne suis pas le bon Dieu et il faut pas tomber dans l'extrême sur la relation au créateur de contenu. Mais un message comme ça m'a trop touché. La semaine dernière, j'ai 3 abonnés. J'ai fait une vidéo où je crée un peu enfin, il y en a un ou deux qui existaient, mais je crée un peu des cocktails à base de spécialités, donc des spécialités alcoolisées de nos terroirs, donc de l'alcool de foin, du picon-bière, de la gentiane tonique, tout ça. Et je fais une vidéo où je crée ces cocktails. Et il y a 3 abonnés, un couple et un de leurs meilleurs potes, qui se mettent derrière une table et qui ont repris les cocktails de ma vidéo. Ils se sont filmés. Et ils ont dit « Ah ouais, ça, c'est extra et tout. Ah, tu devrais peut-être essayer avec ça. Ah, ça, on va tester et tout. » Et en fait, la vidéo, elle dure 5 minutes. Et j'avais quasiment les larmes aux yeux quand je l'ai reçue. Pourtant, je ne suis pas très émotif et tout, mais ça m'a vachement touché. Je me suis dit « Ils ont pris le temps. » Et les gars, ils avaient acheté le matériel qu'on vend là et tout. C'était des vrais passionnés. Et en fait, après, j'ai un peu discuté avec eux. Je leur ai dit qu'on se prendrait un apéro ensemble. Mais je trouve ça super touchant. Et oui, on reçoit des messages, soit des commentaires, soit des messages privés qui sont très, très touchants. Et ça, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est vraiment un vrai salaire en tant que tel, quoi. On va dire, moi, mon premier salaire, c'est vraiment les encouragements et les messages de soutien de ma commu, comme on dit. Alors, est-ce que Chloé, tu as un petit défi? Bien sûr, Tanguy, j'ai le défi du Gaulois pour toi, Timothée. Okay. Donc c'est l'heure de jouer. Dans ce panier qui se trouve juste ici, se trouvent des clichés sur les influenceurs, sur les créateurs de contenu. Donc je vais demander à 3 jeunes de venir, je vais me déplacer dans le public pour leur demander de piocher 3 clichés qu'ils vont te donner, et puis à toi de nous dire si ces clichés sont vrais ou pas. Il nous faut 3 volontaires. Hop. Des mains innocentes. Alors, je vais te laisser piocher un petit papier. Alors. Chut, on écoute s'il vous plaît. Alors, le cliché. Alors, tout leur succès vient de la chance. Tout le succès vient de la chance, c'est ça là? Ok. Alors, la question c'est est-ce que tout le succès vient de la chance? Absolument pas. Absolument pas. En fait, tu as l'algorithme qui a une part de hasard, on va dire.
Mais si tu fais du contenu nul, c'est comme un mauvais vin que tu mettrais en cave. Si ton vin il est mauvais, dans 20 ans, il sera toujours mauvais. Ce sera un vieux vin mauvais. Voilà. Donc, pareil pour ton contenu, si ton contenu est mauvais de base, si tu fais le con, si tu dis, si tu te fous de la gueule d'un tel et tout, ou si c'est mal monté, ou si le sujet est vide et tout, tu peux avoir l'algorithme qui va te booster une vidéo parce que l'intro est marrante, je sais pas quoi, et tu vas faire 1 million de vues sur une vidéo. Mais de manière générale, tu ne t'inscriras pas dans le temps. Je pense que pour s'inscrire dans le temps, il faut que ton contenu soit bon. Et d'ailleurs, ça me fait penser à... Par exemple, dans mes vidéos, je dis jamais et abonnez-vous, absolument abonnez-vous et tout. Il y en a plein de créateurs de contenu qui disent de s'abonner. En fait, tu t'abonnes si le contenu t'intéresse et que tu as envie d'en voir d'autres. Mais si tu m'as trouvé lourdeau dans la vidéo, tu t'abonnes pas, voilà. Donc non, ça vient pas du hasard, ça vient de ton sujet. Et si tu es youtubeur pêche et que tu veux faire kiffer les gens, en fait, créer des contenus un peu atypiques autour de la pêche. Ne continue pas à faire tes contenus un peu lambda en disant aux gens de s'abonner. C'est pas le hasard, c'est vraiment faut se retrousser les manches et puis monter au front, quoi. Deuxième cliché. Ouais. Il voyage tout le temps gratuitement. On entend un peu mal, je suis désolé. Est-ce que les influenceurs voyagent tout le temps gratuitement? Ah oui. Voyager gratuitement? Non, pas du tout. Enfin, quand on fait une collaboration, par exemple, là, en ce moment, il y a le sommet de l'élevage. Okay, alors, je leur fais de la pub gratos, du coup, mais ils m'avaient proposé de faire un contenu en partenariat avec eux. Mais en fait, il y a eu un virus. Du coup, il n'y a pas d'animaux. Donc, le sommet de l'élevage, c'est comme le salon de l'agriculture, mais pour les pros. Okay, ça se passe à Clermont-Ferrand. Et du coup, ça se passe en ce moment. Il n'y a pas d'animaux. Donc, j'y suis pas allé. Ça a été annulé. Mais quand tu vas faire un truc comme ça, là, ils me payaient l'aller-retour en train. Enfin, toi, tu le payes et ils te le remboursent, quoi. Ils te payent l'aller-retour en train parce que c'est le contrat. Tu vas faire un truc pour eux et ils te payent le déplacement. Sinon, ce qu'ils te payent pendant le contrat, une partie passe dans le déplacement. Mais de manière générale, tu ne voyages pas du tout gratuitement. Si tu veux faire un contenu, moi demain j'ai envie de faire, je sais pas moi, une bouillabaisse. Une bouillabaisse, c'est une recette traditionnelle de Méditerranée. Et ben, je vais prendre ma voiture ou le train pour aller à Marseille et en fait je vais payer mon aller-retour. D'ailleurs, qui pourrait nous le financer? Je sais qu'il y avait une collaboration TGV par exemple. J'avais dit non, mais du coup les gars qui sont allés dessus, évidemment, TGV leur a remboursé le billet. Mais non, on paye tous nos déplacements et on paye nos contenus, quoi. Et dernier cliché. Leur vie semble parfaite grâce à l'argent et les cadeaux. Vas-y, répète en plus fort. Leur vie semble parfaite grâce... Non, leur vie semble parfaite grâce à l'argent et les cadeaux. Ouais, je suis désolé, j'entends pas très bien. On a entendu cadeau. Leur vie semble parfaite grâce à tous les cadeaux qu'ils peuvent recevoir. Ah oui. Tu reçois des cadeaux tous les jours. Ça, c'est vrai que je ne vais pas le cacher. Il y a des marques qui veulent t'envoyer du matériel pour que tu les mettes en avant. Au début, je disais oui beaucoup. Mais en fait, tu te retrouves à chaque vidéo à dire à faire des collaborations. Et surtout, en fait, tu réalises rapidement que ça ne te rapporte pas d'argent. Donc les gars, ils vont t'envoyer un couteau, même si le couteau il coûte 600 €. En fait, tu auras un beau couteau, mais ça ne va pas te remplir ton frigo. Donc j'ai dit assez rapidement non. Bon, du coup, j'ai quand même reçu, je ne sais pas moi, 2-3 planches. Moi, j'ai un contenu où je fais beaucoup de cuisine. Donc 2-3 planches à découper. Il y a une marque de Brasero. Donc il y a beaucoup de concurrence dans le Brasero aujourd'hui. Il y a une marque de Brasero qui m'a logoté le Grand Gaulois sur le côté du Brasero. Il me l'a envoyé. Ça coûte 1 000 € un Brasero. J'ai un Brasero gratos. Ça c'est fou. Enfin, c'est trop bien. Donc je les remercie dans une vidéo. En fait, j'ai arrêté le gifting, hein, comme on appelle ça. Il y a beaucoup d'anglicisme dans ce milieu-là. Mais donc j'ai arrêté ce gifting pour vraiment faire des vraies collaborations en sélectionnant les entreprises avec qui je vais travailler. Parce que je n'ai pas envie de mettre en avant n'importe qui. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans mes vidéos, j'utilise beaucoup de matériel qu'on m'a envoyé gratuitement. Après, ça se déclare. Tout ce matériel-là, il se déclare et on paye quand même des impôts dessus. Il faut le savoir. Et si on ne le fait pas, c'est une fraude. Voilà.
Donc au début, je ne savais pas. Et puis en fait, quand on m'a dit ça, tu te mets vite à drainer un petit peu ce qu'on t'envoie et puis à déclarer ce que tu peux parce que sinon c'est fraudé, quoi. Donc non, il y en a qui en abusent peut-être, mais en tout cas pour moi, j'ai pas énormément de cadeaux, quoi. Eh bien, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre deuxième émission. Donc, derrière cette notoriété se cache donc un être humain avec ses fragilités. Ça, on l'a retenu. Merci Timothée pour ce moment et pour tout ce que tu nous as partagé. Plaisir. Et nous aurons le plaisir de nous retrouver dans une troisième et dernière émission. Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu. Et à très vite pour une autre boîte à talent. Merci, vous avez été un chouette groupe. Merci Timothée. Nous te souhaitons bien évidemment beaucoup de succès, que ce soit sur les réseaux ou dans ta vie pro, en dehors des réseaux ou dans ta vie perso. Si vous souhaitez suivre les aventures du Grand Gaulois, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Donc le Grand Gaulois tout attaché. Sur TikTok, c'est le.grand.gaulois. Et puis, quant à nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission qui aura lieu le 1er décembre avec un invité tout aussi marquant. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche.